Ici Yuma, je vous invite à la Grande Agora. Nous allons causer autour de thèmes que soulève le livre L'île de Bi ou la béance des sens. À très bientôt, venez nous rejoindre. La voix qui danse de Yuma Mudra aux éditions Maelstrom Réévolution. Page 353. À travers le temps, les zigzags, les morts, je suis devenu transe, lucide. Je surfe le ciel, je chevauche les nuages du souvenir, sans rien retenir, sans jamais rien oublier. Au Pays Basque, j'ai passé tout le temps de ma convalescence à préparer Danza Duende et à élaborer une stratégie pour le lancer. J'ai pris des notes, fiévreusement, pour consigner l'essence de ce projet qui consiste à danser sa vie en la pratiquant au quotidien. Je vivais ma recherche de façon si intense que pendant la nuit, je recevais des messages en rêve. J'avais fait des recherches sur le Pays basque afin de comprendre ce qu'on appelle le problème basque. Leur problème est le même que celui de la majorité des gens ailleurs. Ils n'aiment pas le pouvoir en place. Je ne crois pas à la politique. Je cherche des voies éducatives qui transforment l'être humain sans le rationaliser à outrance, en intégrant la raison d'une autre façon. Retrouver notre potentiel de sagesse au lieu de courir à la catastrophe du progrès en nous prenant au sérieux, preuve scientifique à l'appui. Notre cerveau est extraordinaire et nous ne savons pas nous en servir convenablement. Nous devons réconcilier le masculin et le féminin en chacun d'entre nous. Nous pouvons nous métamorphoser positivement en passant d'une responsabilité individuelle à un sens commun de notre interdépendance. L'éducation en Danza Duende consiste à se comprendre et à transformer la façon dont on s'expérimente soi-même en effectuant des mouvements, marcher, cuisiner, conduire, tout est une danse. Toute action est un mouvement qu'on danserait. Il peut devenir un outil poétique. Marcher, cela peut être danser. Mais marcher en l'expérimentant comme une danse, ce n'est pas pareil que de marcher en réfléchissant à la liste des courses. Danser est toujours un acte de liberté, de poésie, de conscience de l'espace et d'union. C'est un yoga, libéré de la technique, à condition qu'on établisse un contact direct avec le monde invisible, la nature de l'esprit. La danse est un lien spontané avec toutes les perceptions. Le chant ne doit pas non plus être séparé de la danse. Lorsque nous plongeons en nous-mêmes de cette façon, nous découvrons que notre sagesse est voilée, dissimulée par nos habitudes. Danza Duende est une danse des voiles, et ces voiles deviennent des ornements au lieu de nous obscurcir la vue et le cœur. Bonjour. C'est le passage de la fête iranienne Yalda, aujourd'hui, la nuit la plus longue. Et le soleil s'est bien levé ce matin. Voilà, donc on est sauvés. Le soleil levant dans notre esprit aussi, c'est à chaque instant. Le jour se lève et puis il s'est recouché et il se relève à nouveau. C'est donc la présence du soleil levant dans son propre cœur, d'avoir confiance en ce soleil. Voilà, donc c'est une façon de nous souhaiter une bonne année, puisque maintenant, à partir de ce jour du solstice jusqu'au Nouvel An, et même peut-être jusqu'au Nouvel An chinois, pour être international dans le passage de l'an, donc de décembre jusqu'en mars, nous sommes en train de passer l'hiver qui va vers le printemps. Et donc j'ai pensé que j'allais enregistrer une vidéo, ce qui n'était pas prévu.
j'ai enregistré une série de vidéos sur l'île de Bie, ou la béance des sens. Et celle-ci, cette vidéo-ci, je la commence par un de mes diapos Yuma, qui sont des lectures de l'autre livre, la voix qui danse. Donc je vous présente les livres juste pour voir de quoi je parle. Donc l'île de Bie, de Yuma Mudra, donc moi-même, aux éditions Le Souffle d'Or. C'est le thème de ces vidéos. Et l'autre, la voix qui danse, est ici, et c'est ici, la voix qui danse. Une seconde édition revue et corrigée aussi avec des images chez Maelstrom Révolution. Donc voilà, donc pourquoi j'ai choisi ce thème pour terminer l'année, parce que ce sera la dernière vidéo de cette année. C'est parce que je ressens de plus en plus la nécessité peut-être de faire un pont entre le premier ouvrage et le deuxième, qui sont en fait tout à fait interdépendants, puisque quelque part ce roman, il est devenu un roman parce que ça ne faisait plus beaucoup de sens de parler de quelque chose qui m'était personnel uniquement, mais de le faire vivre, hein. Vous savez, comme dans la vidéo précédente, on a parlé de ça, quand j'ai rencontré Yvonne et Monica, de la vie des personnages, la vie des caractères à l'intérieur d'un roman. C'est très intéressant parce que ça permet beaucoup plus de liberté et ça permet beaucoup plus de partage qui nous permettent, en tout cas quand on est dans un dialogue, puisque j'ai invité et je continue à inviter pour toute l'année qui vient, donc 2022, des personnes à venir me rejoindre pour cette grande agora. Agora, donc c'est un espace-temps dans lequel on peut se retrouver pour parler de thèmes que soulève le livre L'île de Bie ou la béance des sens, qui sont des thèmes très profonds. Je pense que c'est bien de lire le livre pour bien situer quel est le thème qui vous intéresse le plus pour en parler. En tout cas, on a commencé et on va continuer tranquillement. Donc pour ce mois-ci, c'est ma dernière vidéo. Et ce matin, j'ai senti que je voulais célébrer le solstice de cette façon. C'est mardi, mais je publierai la vidéo demain, puisque en général c'est le mercredi qu'elle est publiée. L'île de Bie, c'est un roman parce que ça nous donne cette liberté de pouvoir justement avoir un contact et un échange qui ne soit pas basé sur le conflit. C'est intéressant, non? Parce que c'est difficile en fait, quelque part, de communiquer sans non plus appliquer trop d'outils psychothérapeutiques, en étant naturel et spontané, et tout en gardant à l'esprit le fait qu'une perspective différente, donc si quelqu'un, par exemple, c'est une métaphore très connue, si quelqu'un regarde un éléphant, même pas, on va dire, touche un éléphant, on a les yeux bandés et moi je touche l'éléphant à la tête et l'autre touche l'éléphant derrière, et donc j'aurai cette trompe avec cette grosse tête et ses yeux et cette bouche, et peut-être même des défenses de l'éléphant que je vais toucher avec les yeux fermés comme ça, et l'autre personne aura les yeux fermés et va dire mais non, l'éléphant ce n'est pas du tout ça, il y a une queue et les cuisses ça sera tout à fait différent. Et donc ça c'est très important parce que c'est justement, je crois, hein, j'insiste sur le fait la rencontre entre les pôles contraires, apparemment contraires et paradoxaux, comme justement les hommes et les femmes, c'est justement la capacité que nous aurions maintenant d'utiliser notre intelligence de façon non linéaire, d'utiliser notre intelligence de façon ouverte par rapport au fait que nous avons la capacité de voir les choses comme on les voit soi-même maintenant, mais aussi comme d'autres personnes les voient de l'autre côté. Donc ça demande bien sûr de la patience, ça demande une certaine absence, je dirais, de système de défense systématique de nos opinions, pour justement nous détendre par rapport au fait qu'une personne est en train que les deux personnes sont un peu aveugles, donc ça c'est important dans la métaphore de l'éléphant, et qu'une a touché la tête et l'autre a touché la queue. Et donc du coup,
elles n'ont pas la même perspective de ce que pourrait être un éléphant qu'elles ne voient pas. Donc ici, si nous parlons de la sagesse, qui nous est indispensable, puisque maintenant nous sommes des êtres tout-puissants, entre guillemets, sur le point de nous autodétruire tellement nous en sommes capables. Il faut absolument qu'on développe une sagesse indispensable. Et donc, dans le petit extrait de La Voix qui danse que j'ai lu dans le diapo Yuma numéro 6, je parle de cette recherche d'une capacité d'utiliser notre corps pour développer justement une voie de l'intelligence qui ne serait pas seulement rationnelle. C'est-à-dire que le corps lui-même est imprégné d'habitudes, et ces habitudes ne sont pas inéluctables, c'est-à-dire qu'on peut les changer, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas une question de se changer soi-même dans le sens où on deviendrait quelqu'un de différent de qui on est. Par exemple, si vous êtes une rose, vous allez rester une rose, et si vous étiez un tournesol, vous restez un tournesol. C'est plutôt par rapport à des choses qui recouvrent nos yeux. Hein. Donc on ne voit pas l'éléphant parce que les yeux sont recouverts. Donc qu'est-ce qui permet d'ouvrir les yeux? D'ouvrir les oreilles, d'ouvrir le nez, d'ouvrir le goût, de retrouver le goût, de retrouver le souffle. Et c'est important que ce ne soit pas, de mon point de vue, un exercice, mais réellement quelque chose qui se vit au quotidien. C'est ce que j'ai écrit dans le petit extrait de texte. Et donc ce petit extrait de texte a été écrit il y a très très longtemps. Et vous allez très bien comprendre, si vous avez l'occasion de lire les deux ouvrages, la relation entre le premier, qui est assez ancien et qui a été revu au fur et à mesure du temps, mais qui est quand même a une origine ancienne, et L'île de Bie, qui est un roman, quelque part, qui laisse vivre dans l'imaginaire un processus réel, un processus qui est vécu. Donc, pourquoi la danse? Pourquoi la danse? Donc déjà, personnellement, parce que c'est dans cette danse que, depuis l'enfance, j'ai trouvé la lumière. Et même quand c'était obscur, même quand autour de moi les êtres humains souffraient, les êtres humains se disputaient, ou les êtres humains se détestaient parfois, dans la danse, je trouvais quelque chose qui me permettait tout d'un coup d'être réellement innocente et d'être réellement en contact avec la lumière du monde. La lumière, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire la sensation directe de connexion avec la bonté fondamentale. Et cette bonté fondamentale, c'est plutôt, je dirais, une origine d'être. Donc je reviens à l'idée du lever du soleil à chaque instant. L'origine de l'être, c'est à chaque instant. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas seulement de faire des exercices qui peuvent nous aider, bien sûr, à découvrir une discipline qui est favorable à notre bonne santé. Il s'agit de créer un nouveau corps qui, lui, a renoncé aux habitudes qui voilent notre esprit. Ou alors que les voiles deviennent ces fameux ornements dont on parle dans le texte. Donc, c'est-à-dire que les voiles, c'est toutes les choses. Si par exemple, je sais que là maintenant, j'ai eu parce que je me connais bien, parce que je suis en connexion réelle avec moi-même et ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Donc j'ai ma vérité en face de moi. Je suis moins occupée à valoriser ou dévaloriser les éléments extérieurs, et plus occupée à voir mes perceptions telles qu'elles apparaissent au moment même. Et effectivement, dans cette honnêteté, dans cette clarté, je peux au début remarquer que, imaginons que j'ai une pensée de jalousie, et que cette pensée de jalousie, j'en étais inconsciente autrefois, et que maintenant je vois qu'elle arrive, cette pensée. Autrefois, je ne la voyais pas. Imaginons. Et quand je danse, en tant que petit enfant, je ne la ressens pas, mais quand je ne danse pas, peut-être qu'elle émerge, parce que tout d'un coup,
Ça m'est arrivé une fois quand j'étais petite. La femme qui s'occupait de moi, c'était ma grand-mère adoptive, entre guillemets, a donné de l'attention à son autre petite fille et du coup, j'étais jalouse. Et j'ai toujours eu cette sensation depuis cette époque. Je me souviens que j'ai eu honte de me ressentir jalouse. Donc j'ai eu conscience. Et je suppose que par la suite, j'ai peut-être réussi parfois à ne pas m'en rendre compte que je l'étais à nouveau parce que ça devenait plus subtil, c'est souvent comme ça. Et en fait, à force de creuser, justement par rapport à cette clarté vis-à-vis de soi-même, j'ai commencé à découvrir que j'avais ces pensées. Et vous savez, si quand vous êtes clair par rapport à vos propres impulsions et pensées, que vous vous rendez compte que vous avez une pensée de jalousie, et que vous savez que, en fait, que cette pensée de jalousie ne correspond pas vraiment à l'énergie qui vous rend heureux. Vous vous rendez compte parce que vous avez vraiment compris quelque part que vous êtes souvent à l'origine de votre propre état, c'est-à-dire que les perceptions que vous avez, vous vous êtes rendu compte qu'elles sont en train de conditionner l'état dans lequel nous sommes, individuellement et ensuite ensemble. Et pour développer cette tolérance, c'est pas le bon, j'aime pas le mot tolérance, excusez-moi, je vais changer, hein, pour développer cette capacité d'ouverture par rapport aux différentes perceptions, perspectives, compréhension de la vie, des situations, donc d'ouvrir la fenêtre par rapport à une absence de concept prédéterminé. C'est-à-dire que j'ai peut-être le concept que cette personne s'appelle André, mais je comprends aussi que derrière le prénom André, qui est une dénomination, il y a tout un monde et que tout ce monde n'est pas conditionné par le prénom seulement. Donc André n'est pas une chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait m'appartenir ou non. J'ai une perception de André. Et je l'appelle André. Voilà. Et donc, pour la même chose, pour une chaise, vous voyez, une chaise n'est pas une chaise en fait. Je vais dire chaise et donc je vais en faire un objet qui est définitif, mais en fait cet objet, il est fait avec un tas de différentes choses qu'on a mises ensemble et qui vont se séparer un jour. Donc, je peux avoir une relation avec cette chaise qui va me permettre de voir tout ce qu'on peut faire avec une chaise qui consiste à ne pas seulement s'asseoir dessus, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment les processus artistiques. Ils ont cette ouverture et cette liberté par rapport au concept, mais en même temps, je continue à être toujours dans l'état qui est produit par ma propre expérience de moi-même. Ma propre expérience de moi-même, comment je vois, comment je sens. Et donc, quand petit à petit, je commence à comprendre que cette pensée de cette jalousie apparaît, j'ai appris à la percevoir sans la juger. Donc je ne juge pas ni que c'est bon, ni que c'est mauvais. Vous voyez, c'est ça qui est difficile. Parce qu'on va dire, ah, c'est très mauvais, c'est pas bien, c'est un problème parce que ça devient l'enfer. Parce qu'il y a ce juge qui ment, comme on dit, hein, le jugement. Mais l'inverse non plus. Donc, si je me dis, je m'en fous, de toute façon, je suis jalouse et tant pis pour eux, et puis moi je suis bien contente d'être comme je suis parce que je suis comme ça, en fait je m'enferme dans un truc où finalement l'éléphant il a une tête mais il n'a pas de queue. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus d'autres perspectives. Et je perds de vue le fait que le propre sentiment de jalousie éveille peut-être de l'énergie en moi parce que c'est de l'énergie. Mais que je ne profite pas de cette énergie parce qu'elle est dirigée vers un objet que j'ai projeté, qui est un objet de frustration, hein, de déception. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que moi, personnellement, j'ai compris ça grâce, bien sûr, à ma pratique. C'est des éléments, dans ce cas-là, du bouddhisme tibétain qui m'ont aidé à déchiffrer tout ce embranglio que je ressentais enfant. Et donc j'étais très consciente enfant. Et grâce au Bouddha Dharma, j'ai reçu vraiment les outils et les éléments, bon, bien sûr en y mettant quand même
un peu d'énergie, de temps et de persévérance, j'ai découvert que c'était tout à fait possible j'avais parlé de ça, hein, de défaire tous ces nœuds. J'avais parlé d'un tas de nœuds. Vous les défaites, et vous commencez à retrouver la souplesse de cet élément qui peut à nouveau devenir libre. Ce n'est plus un tas de nœuds. Et donc, quand je danse, oui, enfant, je danse toujours, à chaque fois, quelque chose de beau. Pourquoi beau? Simplement parce que ça n'éveille que des sentiments qui sont beaux, qui ne sont pas ombragés, qui ne sont pas glauques. Et bien sûr, hein, par la suite, plus tard, on peut découvrir que la danse nous permet de danser justement les autres sensations qui sont désagréables ou qui sont glauques, qui sont même violentes, et de les comprendre justement grâce à la danse. Mais je parle de la danse vraiment de l'enfant qui encore, pas toujours, hein, pas tous les enfants d'ailleurs, hein, mais en tout cas, beaucoup d'enfants, nous avons encore la connexion avec l'essence de notre cœur qui n'a pas besoin en fait de détruire. Et dans la danse, c'est très très direct. Et en plus de ça, la danse, elle va inviter l'être à utiliser ses yeux, ses oreilles, le parfum de ce qu'elle est en train de vivre. Donc cette musicalité, elle a toujours un parfum. Hein. La musicalité de la vie, c'est une musicalité, un rythme, hein, le cœur qui bat. L'autre jour, j'ai joué un peu de tambour pour une dame du village, qui est très simple, et qui me dit ah, quand le cœur est grand, le tambour bat plus fort. C'était l'amour est immense. C'est drôle, hein, des choses simples comme ça qu'elle me dit. Et la musicalité et le goût. Hein, le goût. Hein, donc, c'est-à-dire que tous nos sens, hein, la peau, hein, le volume, hein, donc l'espace et le temps. Hein, dans cette danse, nous sommes en tant que corps investis de tout un tas de potentiels et de possibilités. Donc ce cerveau, il a tout ce système nerveux qui va jusque dans chaque petit grain de peau, en passant par la moelle épinière et la colonne vertébrale. Et donc tout ce sensorium est en mouvement dans l'espace et le temps relatif, conditionné, limité, absolument. Et il exprime, manifeste, connecte avec quelque chose qui n'est pas conditionné, qui n'est pas limité, qui n'est pas soumis à une division entre l'espace et le temps dans la perception linéaire. C'est-à-dire que la physique que nous avons découverte dans l'histoire humaine, qui est linéaire, qui étudie les limites de notre monde manifeste, les limites de notre corps, les limites de nos nécessités et de nos capacités à satisfaire nos nécessités, rencontre la science, hein, la sacro-sainte science, qui apparemment est indiscutable aujourd'hui, mais qui en fait est simplement le résultat de nos perceptions, justement, rencontre en fait la physique quantique, dans laquelle les valeurs changent. Et on va remarquer que quand on observe l'infiniment petit qui compose l'infiniment grand, l'observateur, donc c'est ça que je pense le plus important dans ma conversation aujourd'hui, l'observateur influence ce qu'il observe. Donc vous vous souvenez hein, des débuts de cette conversation avec l'éléphant. Et donc si l'observateur influence ce qu'il est en train d'observer, c'est important de revenir vers cet observateur, d'observer l'observateur. Il faut faire attention à la façon dont je m'exprime. Il ne s'agit pas de l'observer dans le sens d'être un témoin extérieur de soi-même. Il s'agit plutôt que la conscience puisse s'expérimenter elle-même. Et c'est presque impossible quand elle est tout le temps occupée à expérimenter les facteurs extérieurs d'espoir, de désir,
de peur, de déception, de besoin. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que quand votre conscience s'observe elle-même, quand à un moment donné vous vous expérimentez vous-même directement tel quel, sans jugement, sans projeter, sans, si c'est possible pendant quelques instants, sans projeter, hein, c'est ça que je veux dire, hein, c'est-à-dire directement. Même si j'ai une projection, je l'expérimente sans suivre la projection. C'est le résultat, bien sûr, de la pratique de la méditation. C'est le résultat, justement, de la pratique de la pleine conscience, on appelle ainsi en français, mais à l'origine, on veut dire shamatha, hein, donc le shiné qui est le demeurer paisible, en paix. Et ensuite, on peut commencer à laisser s'éveiller en soi-même l'intelligence qui comprend directement la nature de ce qu'on expérimente. Bien sûr, hein, parfois, ça peut être utile d'étudier, mais parfois, ce n'est pas non plus toujours utile de trop aiguiser son crayon. Il faut faire attention à ne pas casser la mine du crayon. Parce que parfois, on comprend, on lit le monde, donc c'est la lecture du monde. Hein, on lit le monde, il est perpétuellement, le monde qu'on vit, il est perpétuellement en train de parler de la sagesse. C'est juste une question de lire, d'écouter, de goûter. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, c'est présent, hein, c'est la présence. Hein. Donc le vipassana, cette intelligence se lève. Et cette intelligence, en fait, c'est l'intelligence de l'être en danse. Quand l'être est en danse et qu'il n'est plus sujet à ses émotions, donc là, bien sûr, hein, les émotions sont importantes. Quand on est pris dans l'énergie de l'émotion, c'est important de l'exprimer, de la valoriser, de la sculpter, de s'en servir. Mais petit à petit, au fur et à mesure que notre corps se débarrasse de ce dont il n'a pas besoin, on parlait d'habitude, on arrive petit à petit quand même à de plus en plus d'îles de clarté par rapport à la perception directe. La perception directe n'a pas de projection. La perception directe, elle simplement va devenir de plus en plus directe simplement parce que c'est même sa nature à la perception d'être comme ça. Elle ne peut pas être comme ça tant qu'on a des jugements de valeur ou des jugements aussi d'utilisation de la perception en vue d'un bénéfice quelconque. Donc ce sont des obstacles à la perception. Donc il y a un paradoxe. Hein. Donc imaginez, vous voulez faire un travail magnifique artistiquement et vous allez avoir ce désir de faire quelque chose de magnifique, et en même temps, c'est en renonçant à ce désir de faire quelque chose de magnifique et en recevant de plus en plus sur le chemin de la création, vous allez recevoir l'information hein, de ce que vous êtes en train d'invoquer, ce que vous êtes en train d'inviter, et ce que vous allez aussi incarner du point de vue de la danse, si vous êtes quelqu'un qui danse. Mais sinon, ça sera bien sûr du point de vue de la sculpture ou du point de vue de différentes expressions artistiques. Donc vous allez de plus en plus laisser cette chose vous traverser. Et ce n'est possible qu'après avoir passé l'étape de ces émotions et de ces concepts. D'accord ? Et donc c'est ça. Le personnage principal du roman L'île de Bi, Aryabi, elle est étonnante, elle est non conventionnelle, elle est une pratiquante du Che. Le Che, il coupe à la racine l'attachement au processus qui voile l'esprit, coupe à la racine. Et donc c'est vraiment tranché, c'est là que vraiment... Vous savez, on parle souvent du mental, mais le mental, en fait, il tranche et il peut être extrêmement efficace et extrêmement utile comme une bonne épée hein, pour trancher les racines de ce qui nous empêche simplement
d'être en connexion avec notre potentiel humain. D'accord? Donc l'être humain, quand à un moment donné, il a réussi à dépasser le stade de la peur de mourir, ou quand il a réussi à dépasser, réussi peut-être pendant un instant, hein, donc je fais attention, hein, je suis une troubadour de la sagesse, je ne suis pas une sage, mais en tant que troubadour de la sagesse, je chante toutes les musiques de transmission qui donnent des fruits, puisque j'y ai goûté. Donc je vais vous lire un petit extrait de l'île de Bi, et qui aura un rapport avec ce que je viens de commenter. Et on va conclure de cette façon pour le solstice d'hiver. Donc c'est à la page 200... Attendez un instant, hein, que je retrouve bien. Oui, page 204. D'accord. Et donc ici, c'est Ariabi, la vieille dame, la vieille sage, qui a 84 ans et qui raconte, donc ça se passe en 2046, et, sur une montagne qui est devenue une île. Et elle raconte des choses de sa jeunesse, à l'époque où elle avait rencontré un homme avec lequel elle a entrepris une voie qui danse. Ariabi s'installe par terre devant la grotte, là où Démétria a pris l'habitude des bains de rosée. Il fait doux dehors. Elle reprend son récit. Je plaisantais à cette époque, affirmant que je pratiquais la pleine inconscience, pour contraster avec la pleine conscience qui était une mode de mon temps. Chamnour et moi étions des ravis. Notre passion différait de tout ce que j'avais connu. La première fois que nous avons dansé ensemble, mon rêve du couple giratoire se manifestait dans la chair. Deux personnes distinctes s'unissent en un seul et même vortex sans se toucher. La chose m'apparaissait naturelle. Le miracle ne m'a pas surprise. Nous avons laissé le souffle nous respirer. Le processus nous a traversés. Il fallait nous ancrer pour vivre la danse. Nous l'appelions chorésophie, la danse de la sagesse. Les gens venaient pour l'expérimenter avec nous, et j'ai appris la patience. Il fallait préserver la dimension du zéro entre nous. Cela signifie revenir à la première pensée, au lieu de conceptualiser mes expériences. Pour faciliter notre communication, je vais appeler alpha, cette source d'ancrage dans l'innocence. Laisser respirer le processus artistique est fondamental pour qu'il vive. Mon expérience du feu divin à Lisbonne, le passage de mon journal que Démétria a lu à voix haute, avait été crucial. Si j'avais cédé à la tentation de m'approprier l'autre, j'aurais négligé la fraîcheur du présent. Notre communion transcendait le passé. Il suffisait de protéger l'innocence de notre relation. La danse ne se laisse pas posséder, elle manifeste sa splendeur grâce à l'abandon des habitudes. Chaque geste, c'est le premier geste, le dernier, et ce souffle est unique à chaque fois. Nous restions au service, la danse nous a montré la voie. Ce qui sclérose la relation des amants, c'est la routine. Rien n'est jamais acquis. Personne n'a pour vocation de combler le vide existentiel de l'autre. Sans rien forcer, il suffit de recommencer chaque matin, depuis le début. La névrose du passé avait brûlé dans le brasier de mon ventre. Le feu de la sagesse a éclairé l'amour sans le cramer.
Tout de bon.